Aujourd'hui, via ces capsules, et puis via les questions d'ailleurs que vous allez poser, que vous m'avez posées, auxquelles je réponds, on regarde un peu plus quelles sont les différences entre les deux générations de réseaux de neurones. Donc la génération dite, la deuxième génération, c'est celle qui est utilisée dans l'entreprise. Ça, je vous en ai déjà parlé ce matin dans la capsule. Puis la troisième génération, c'est celle dont on parle aussi en cours, qui sont implémentées sur les circuits neuromorphiques dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, j'ai ici juxtaposé les deux architectures, si vous voulez, deux neurones. Là, c'est un seul neurone. Les neurones de troisième génération qui travaillent sur des décharges, donc qui reçoivent en entrée des décharges qui sont représentées ici par une impulsion de Dirac. Cette impulsion de Dirac se propage au cours du temps le long des entrées du neurone. Et j'ai noté par S1, S2 jusqu'à S grand I les entrées des neurones, que ce soit le neurone formel ici ou le neurone à décharge. J'ai noté par S1 jusqu'à SI les entrées du neurone. Ce qu'on peut noter, c'est que les neurones à décharge sont des neurones qui reçoivent une information qui est codée sous forme de décharge, se passant à des instants bien spécifiques. Donc l'information reçue à l'entrée de ce neurone est dynamique, elle évolue au cours du temps. C'est pour ça que j'ai placé cet axe ici, vertical, où j'ai ici le temps t. Tandis que la façon dont les calculs sont faits avec un neurone formel, on suppose que toutes les entrées sont présentées simultanément, au même instant, et qu'on présente un vecteur en entrée ici, qui ne dépend pas du temps. Et à ce moment-là, ce que le neurone formel va faire comme calcul, il va calculer, il va faire le produit scalaire entre le vecteur entrée, donc qui est ce vecteur ici en quelque sorte, et bon, j'ai englobé les poids en écrivant, c'est pas ça que je voulais faire, donc mon entrée est ici, et cette entrée, on va faire donc le produit scalaire de cette entrée avec le produit scalaire du vecteur poids qui est représenté ici comme étant W. D'accord? Donc l'opération de sortie que j'ai ici en Y, c'est le résultat du produit scalaire entre W et S, et ça se fait à un instant précis où on présente simultanément les entrées. Donc Y de T, pour un neurone conventionnel, c'est tout simplement la somme des produits, des coordonnées de chacun des vecteurs. Et c'est statique. Quand on travaille avec le neurone à décharge, on a vu que l'entrée est dynamique. Et ce que j'ai représenté ici par le delta, le vecteur delta, c'est en fait, que je note de cette façon-ci, le vecteur pour lequel j'ai une première impulsion. Mon impulsion se propage ici, donc le neurone va voir l'impulsion à un instant t moins t1, disons. Puis ce sera une impulsion de Dirac. Puis à l'entrée du deuxième ici, je vais avoir une impulsion de Dirac qui arrivera un peu plus tard, à l'instant t2, etc. jusqu'à mon impulsion de Dirac qui arrive à l'instant t grand I, c'est-à-dire à la fin ici. Donc c'est la notation vectorielle que j'ai choisie. Donc ce vecteur dépend du temps. Alors le neurone va aussi faire un produit scalaire, mais cette fois-ci il fait un produit scalaire sur, bien entendu, les entrées avec le vecteur de poids qui est ici, qui pourrait d'ailleurs être le même vecteur de poids que pour le neurone formel en passant. Et le résultat de cette opération de produit scalaire avec le vecteur Dirac, en quelque sorte, c'est que j'ai une somme de poids, tout simplement. Donc le résultat Y ici, c'est la sommation sur l'ensemble des poids qui sont mesurés à une série d'instants t. Mais à la fin, une fois que mon impulsion est passée à travers tout le processus, comme le neurone intègre aussi bien spatialement que temporellement, le résultat c'est la somme des poids. Et si vous voulez, on voit mieux l'illustration de cette équation
en regardant ici que dans un premier temps, ce que le neurone va recevoir, c'est l'équivalent du poids W1, puis ensuite ça va être l'équivalent du poids W2, puis du poids W3, etc. Et ce que j'ai représenté par des flèches en haut, c'est les fonctions de Dirac, les impulsions de Dirac, qui sont pondérées par la valeur des poids. Donc si les poids sont distribués d'une façon telle qu'ils ressemblent à une espèce de sinus, eh bien la réception par ce neurone d'un Dirac va créer comme l'équivalent d'un sinus à l'entrée de l'intégrateur, de la dendrite, en quelque sorte. Et voici le résultat. Qu'est-ce qui est intéressant si ça va pour ça? Alors, en termes de calcul, de complexité de calcul, si je regarde cette équation et que je la compare à l'équation ici, que vous, en tant qu'ingénieur, vous avez implémenté cette équation. On n'oublie pas qu'ici, le neurone, de façon générale, je dis qu'il fait une intégration des contributions. C'est une intégration au sens large, donc une somme est effectivement une intégrale. Donc c'est ce qu'on voit ici, sauf que cette intégrale qui est uniquement spatiale, ici est aussi temporelle. Mais mathématiquement, c'est simplement une somme. Donc il n'y a pas plus de complexité à calculer cette somme qu'à faire cette somme ici. De ces deux équations, laquelle nécessite le plus de ressources en termes de, pour ceux qui sont en électrique? Pardon? Celle de droite. Et pourquoi? Plus d'opérations à faire et plus difficilement par exemple, ça va. Quelles sont les opérations supplémentaires qu'on doit faire ici qu'on a? Multiplication à faire en plus de la somme. Oui. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Alors, et ça fait une grosse différence. Alors, bon, c'est pourquoi, on en parlera, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, c'est pourquoi ces neurones sont implémentés, sont bien implémentés sur des cartes graphiques, parce que les cartes graphiques ont été optimisées pour, comme le nom l'indique, générer des images sur des écrans. Donc elles sont très bonnes pour faire des produits matriciels. Extrêmement puissantes et efficaces pour faire des produits matriciels. Mais c'est absolument pas utile pour pouvoir faire le calcul sur ce genre de neurones. C'est un peu comme utiliser une massue pour enfoncer un clou en quelque sorte. Donc si vous êtes capable de faire des designs de circuits un peu plus simples, vous pouvez faire des designs plus simples pour pouvoir implémenter des neurones à décharge. L'élément commun en termes, à part donc la complexité en raison de ce produit qui est ici, là, quelle est l'opération commune si je compare les deux équations, quelle est l'opération, je dirais, commune entre les deux équations? Je l'ai dit, mais oui, la somme. Et puis, plus conceptuellement, ici, cette équation-là, c'est le produit scalaire. Donc, les deux neurones font une opération de produit scalaire. Sauf que les entités, les entrées sont différentes en termes de nature. Ce qui fait que le résultat, en termes de comment faire le calcul, est différent. Mais conceptuellement, les deux font un produit scalaire. Qu'est-ce que c'est un produit scalaire de façon générale entre deux vecteurs? Quel est le lien entre un produit scalaire? Si j'ai des vecteurs qui sont normés, par exemple, quel est le lien entre le produit scalaire? Ou quel est le résultat de comparer des vecteurs sur la base du produit scalaire? L'angle, parce qu'entre l'analité. Oui, ça va donner l'angle. Et donc, plus l'angle est petit, plus les vecteurs sont proches, puis plus l'angle est grand, plus, et même ils sont orthogonaux. À ce moment-là, s'ils sont orthogonaux, le produit scalaire sera nul. On va dire plus les vecteurs sont loin. Donc, les deux neurones, ici, calculent l'équivalent d'une distance. Donc, c'est une distance, si je suppose que c'était normalisé, bien entendu. Et ici, ils calculent tous les deux une distance. Et cette distance, alors, le résultat du produit scalaire sera d'autant plus grand que mes neurones vont se ressembler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, que le produit scalaire, que les vecteurs vont se ressembler. Donc, un plus grand produit scalaire.
Donc chacun des neurones ici, en fait, c'est ce que j'ai indiqué ici comme analyse, via le produit scalaire, chacun des neurones effectue une opération d'analyse. C'est-à-dire chaque neurone regarde ses entrées à travers la loupe de son champ récepteur. Ce que j'appelle son champ récepteur, c'est le vecteur de poids du neurone. Donc chaque neurone analyse ses entrées. Alors pour le neurone à décharge, il va analyser ses entrées temporelles à travers la loupe de ses poids. Et puis le neurone formel va analyser ses entrées à travers ses poids. Donc les deux font une analyse en ce sens que la sortie du neurone, ici la sortie Y, que ce soit pour le neurone à décharge ou pour le neurone formel, cette sortie Y sera grande si les entrées collent bien avec le champ récepteur de mon neurone. À la différence que la sortie d'un neurone formel, eh bien, après avoir fait la somme ici, on passe à travers une transformation non linéaire qui est continue. Ça, je pense que je l'ai indiqué dans la première capsule. Cette transformation non linéaire peut avoir différentes formes, mais peu importe la forme exacte, mais cette transformation, par exemple, voici une, en voici une autre, mais c'est des transformations qui sont continues. D'accord? Donc la sortie du neurone ici est continue, et il ne fait que, en quelque sorte, transformer les entrées en calculant la distance de ces entrées par rapport au champ récepteur du neurone et en donnant une sortie qui va être une fonction de ce résultat de produit scalaire, fonction continue à travers le temps. Donc ce n'est tout simplement qu'une analyse et une transformation non linéaire. Tandis que le neurone à décharge, il y a une petite logique qui s'en vient après, qui est que on va comparer la sortie ici on va la comparer, cette sortie, avec un seuil. Et si la sortie est supérieure au seuil, eh bien, on va générer une décharge. D'accord? Et si on est inférieur au seuil, il n'y a rien qui se passe. Donc, indirectement, on va dire que le neurone va faire de la détection. Si le produit scalaire est suffisamment grand, s'il y a une bonne similarité entre les entrées et le vecteur W, paf, on envoie un drapeau, on lève un drapeau et on dit « Oh là, regarde, moi ce que j'ai à mes entrées, c'est intéressant. » Et les autres neurones qui sont connectés à ce neurone-là vont réagir puisqu'ils vont recevoir une décharge. Donc, il y a une opération supplémentaire dans le neurone à décharge qui est l'opération de détection. Je pense que dans mes notes de cours, je vais peut-être appeler ça même classification. Ou à la limite on pourrait appeler ça reconnaissance, mais disons qu'il a reconnu que sur ces entrées, il y a quelque chose qui ressemble très fortement à ce pourquoi le neurone est spécialisé par l'intermédiaire de ces points. L'implémentation, bon, l'équation que j'ai discutée ici, c'est une équation particulière dans la mesure où je déciderai d'implémenter le neurone à décharge sous forme du modèle dit intégration et décharge. D'accord ? Mais vous avez vu, de par les lectures à faire pour aujourd'hui, qu'il y a plein d'autres modèles bien plus sophistiqués lorsqu'on veut modéliser ce qui se passe dans le cerveau. Et le modèle que j'ai pris ici, c'est l'intégration et transforme. Enfin, la transformation, c'est en fait souvent ce qu'on appelle dans le jargon la fonction d'activation. Activation. Fonction d'activation. Donc ça, vous allez voir partout dans la littérature. Et là, il n'y a quasiment qu'un seul modèle. Alors, du côté des réseaux de neurones formels, c'est celui-ci, qui est donc utilisé dans toutes les approches actuelles d'intelligence artificielle formelle.